Christophe Desportes, vous êtes médecin de garde. Vous avez écrit en 2012-2011 un livre déjà sur la prostate qui s'appelait « La prostate, le grand sacrifice ». Vous venez d'écrire un deuxième livre, « Le scandale du dépistage du cancer de la prostate ». Alors, le cancer de la prostate, on en entend parler dans toutes les familles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà un peu les symptômes quand il y a un problème de prostate? Quand il y a un problème de prostate, la plupart du temps, c'est pas un problème de cancer. C'est l'homme qui vieillit, c'est le problème de l'adénome de la prostate. C'est-à-dire que plus on vieillit, plus la prostate se retrouve en train d'appuyer sur la vessie, parce qu'elle grossit, elle devient un peu plus dure, et ça va entraîner des gènes dans la vie courante. Au début, qui ne sont pas très gênants, hein. On peut se lever la nuit, on urine un peu, on a un débit un peu moins fort, et la plupart des hommes qui vieillissent se retrouvent avec cette gêne-là, qui est rarement, qui nécessite rarement des traitements. Après, parfois, dans l'adénome de la prostate, si on est trop gêné, on urine trop souvent la nuit, et puis que dans la vie, on a tellement envie de faire pipi que ça gêne la vie quotidienne, il y a des moyens pour arranger ça. Hein. Oui, mais alors, en général, voilà, ça arrive, monsieur a un problème, on va voir un généraliste, voilà. Et de là, on part faire ce qu'on appelle un PSA, pour savoir s'il y a un problème, si j'ai bien compris, et en général, on se retrouve chez un neurologue. Alors, là, on vient de parler de l'adénome de la prostate, Joël. Maintenant, il y a le problème du cancer de la prostate. Le cancer de la prostate donne rarement des symptômes, et quand il en donne, c'est souvent des symptômes, ça donne ce qu'on appelle des métastases osseuses. Malheureusement, ça peut donner ça, et puis ça peut donner aussi des saignements ou des problèmes, mais la plupart du temps, ça ne donne pas tellement de symptômes. Et la plupart du temps, on vit avec ça sans s'en rendre compte, et on meurt d'autres choses, et on ne meurt pas du cancer de la prostate. Plus que, comment dire, il y a 8000 à peu près en France, hommes qui meurent du cancer de la prostate, et beaucoup d'hommes ont des cancers de la prostate et vont mourir d'autres choses. Les urologues ont eu au départ une bonne idée, en se disant, ben voilà, on va faire un dépistage, on va essayer de trouver les cancers de la prostate, les traiter, les opérer s'il le faut, et comme ça, on va soigner, et il y aura moins de 8000 morts par an de cancer de la prostate. L'idée était très bonne. Et donc on a organisé ce dépistage, car il n'a pas été organisé, puisque en France, la Haute Autorité de Santé a vite réalisé que ça n'avait pas marché. C'est-à-dire qu'on a fait des PSA aux hommes, on leur a fait des biopsies, on les a opérés, et la mortalité n'a pas baissé. Et au bout d'un certain temps, la Haute Autorité de Santé en France a dit non mais il faut arrêter, arrêtons les dégâts, parce que ça entraîne vraiment beaucoup de dégâts. Et la Haute Autorité de Santé a dit non, il faut arrêter ce truc-là, on va pas organiser ce dépistage. Alors 400 personnes, ou 400 hommes on va dire, sont traités chaque jour. Il y a un professeur qui a dit... Chaque semaine, et il y a un professeur qui a dit de toute façon on en a traité déjà un tiers de trop. Exactement. Ce qui est énorme. Exactement. On parlait de mon premier livre, Le grand sacrifice. Je racontais comment moi, en tant que médecin généraliste, j'avais cru aussi que c'était une bonne idée, et comment j'ai réalisé que c'était pas du tout une bonne idée. Donc je racontais ça. Mon second livre, ça raconte un peu comment est-ce qu'on en est arrivé là. Pourquoi ça continue? Pourquoi est-ce qu'on a opéré, et pourquoi on continue à opérer 400 hommes par semaine, avec des résultats d'une telle médiocrité, c'est-à-dire puisque la mortalité baisse pas, comment ça se fait qu'on ait continué à opérer des hommes? Comment ça se fait qu'on continue à traiter des hommes? Ça, je trouve, c'est vraiment un scandale. Est-ce que vous auriez à dire, vous diriez que la médecine, on est dans une médecine business concernant l'urologie? Est-ce que vous êtes un lanceur d'alerte en fait? Ah ben, oui, vous savez, je ne suis pas le seul à le penser. Hein. On est de plus en plus nombreux. Quand les urologues reconnaissent avoir opéré un tiers d'hommes en trop, ça c'est la grande différence avec 2012. Dans mon premier livre, on n'en était pas encore là. Là, aujourd'hui, ils commencent à se rendre compte que ça ne marche pas, leur histoire. Au lieu de dire, on a opéré un tiers d'hommes en trop, et bonjour les dégâts quand même, hein, il devrait y avoir un mea culpa, non. Ils nous disent aujourd'hui, mais attendez, maintenant, avec les IRM... bien ciblé, on va pouvoir mieux opérer et puis ça va bien marcher. Mais moi, j'y crois plus du tout. Enfin, je crois que tout le monde la plupart des gens se rendent compte que ça ne marche pas. Hein.
Donc, est-ce que c'est une médecine business? C'est évident que les cliniques, les hôpitaux qui ont un service d'urologie, ce service d'urologie est un des services les plus rentables. Ça, c'est dû aussi à la façon dont fonctionnent les hôpitaux et les cliniques depuis une dizaine d'années, hein, avec la rentabilité, hein, c'est-à-dire suivant ce que fait l'hôpital, on leur donne de l'argent. Donc là, opérer des hommes du cancer de la prostate, c'est rentable, ça c'est sûr. Est-ce que la médecine s'est pas un peu servie sur le fait qu'il y avait d'un côté pour les femmes le cancer du sein, et puis là, d'un seul coup, il y a le cancer de la prostate, on a envie de vivre bien sûr plus vieux, et en plus on se dit, la médecine fait des progrès chaque jour, est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là? Ça, c'est vraiment une histoire de com, quoi. Hein. Au niveau de la communication des urologues et de tout ce qui entoure cette histoire, ils sont très forts, hein, ça c'est vrai. Et il y a un impact dans la population qui se dit, bah oui, c'est vrai, les femmes ont le sein, les hommes ont la prostate, ouais, ça marche, hein. C'est peut-être la plus grande difficulté qu'on a à s'opposer à ce dépistage, c'est un problème de communication. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que les femmes ont ce problème du cancer du sein que les hommes ont un cancer de la prostate. En fait, dès qu'il y a un problème sur la prostate, ça ne veut pas dire de toute façon cancer, c'est déjà la première chose. Ça ne veut pas du tout dire cancer. La plupart du temps, comme je vous ai raconté tout à l'heure, c'est dû à l'adénome de la prostate. Ensuite, quand c'est un cancer, il faut bien comprendre que c'est un cancer dont on meurt en moyenne à 83 ans. C'est un cancer qui est très sensible aux traitements hormonaux. Donc, généralement, on peut encore gagner quelques années de vie, à la différence du dépistage du cancer de la prostate qui commence dès 50 ans et qui va rendre des hommes... Moi, j'ai croisé un couple récemment. Cet homme, il était impuissant à l'âge de 54 ans. Il était avec sa femme, ils étaient là tous les deux, ça faisait 5 ans qu'il était impuissant. Ils étaient ensemble, il y avait une grande souffrance dans le couple. Et puis un accompagnement, je les ai trouvés tellement, ils sont tellement courageux, c'est tellement... mais avoir fait ça sans bonne raison, faire subir à tous ces hommes, vous savez, il y a l'impuissance, il y a l'incontinence, et puis il y a aussi les complications infectieuses. Moi, je croise des hommes qui ont été opérés du cancer de la prostate, voilà, du cancer de la prostate, qui se retrouvent avec des infections récurrentes, des traitements antibiotiques, des nouvelles chirurgies. Leur vie est gâchée, leur vie est rythmée par des rendez-vous. Ça, c'est quand même... il faut avoir des raisons en béton pour faire ça. Il n'y en a aucune. 8000 morts par an aujourd'hui, 8700 il y a 20 ans. L'amélioration des techniques fait probablement que ça a diminué un peu à cause de ça. Donc c'est pas le dépistage qui donne d'amélioration, ça marche pas. Les urologues, ils disent les patients ont le droit de savoir. Vous dites quoi? Ah, ça c'est un sujet passionnant. Parce que avoir le droit de savoir, moi je dis que non, on doit avoir le droit de comprendre. Avoir le droit de savoir, ça va impliquer que l'homme va faire le dépistage et va se retrouver dans cette spirale, hein, d'accord? Après, ça sera la biopsie, après, ça sera les traitements. Ça a tellement bien fonctionné que 90% des hommes entre 65 et 79 ans ont eu un dépistage dans les 3 dernières années. 90%. Donc le droit de savoir, ça va, est long. Et ce qui a entraîné quand même que sur les 20 dernières années, 500 000 hommes ont été opérés du cancer de la prostate. 700 000 hommes ont été traités. Donc le droit de savoir, c'est plutôt le droit d'aller se faire opérer, d'être traité. Non, moi je dis qu'aujourd'hui, et c'est vrai pour la prostate, mais c'est vrai pour tout en médecine, il faut que le patient comprenne. Un patient qui va voir un médecin, il faut que quand il sorte du cabinet, il ait compris les enjeux. Ça, c'est de la médecine. Mais faire croire à la personne qui c'est un droit de savoir s'il a un cancer de la prostate, si on lui dit ça, on l'emmène sur ce chemin, et c'est plutôt le droit, il doit avoir le droit de comprendre que ça ne marche pas, notamment sur la prostate. Et c'est vrai pour tout en médecine aujourd'hui, il faut comprendre.
Voilà, mais si le sujet vous intéresse, je peux que vous dire de lire le livre de docteur Christophe Desportes, Le scandale du dépistage de la prostate.